Bonjour les amis, et plumophile bien entendu, donc plumophile, vous vous souvenez, petite contraction de la plume du temps, c'est-à-dire www.laplumedutemps pour aller sur le site internet, donc plumophile, voilà, tout simple. Alors qu'allons-nous voir, qu'allons-nous étudier aujourd'hui dans notre étude numéro 4? Eh bien, la météorologie. La météorologie, c'est-à-dire les phénomènes naturels qui se produisent dans notre atmosphère terrestre. Atmosphère terrestre qui, pour mémoire, est évidemment extrêmement mince. Et tout ce qui vit, tout ce que nous construisons, etc., se trouve dans cette mince couche qui entoure la Terre. Si on devrait la représenter à l'échelle sur un globe, par exemple de 50 cm de diamètre, je ne suis pas sûr qu'on verrait le trait, puisque en réalité, le diamètre de notre globe est de 12 740 km, et nous avons au plus 100 km d'atmosphère, sachant que les derniers 100 km, on est plutôt à l'échelle des molécules, d'azote et d'oxygène, sans doute, mais qu'en réalité, toute la partie dans laquelle nous sommes, dans la partie où nous vivons, eh bien, est infiniment plus basse. Si, pour mémoire, les avions commerciaux volent environ entre 11 000 et 12 500 mètres d'altitude, c'est-à-dire par rapport au niveau de la mer, et les avions de chasse 18 000, 20 000 au plus, mais c'est pas tous les jours. Donc ce qui veut dire que ça nous ramène tout de suite à notre échelle et ça nous ramène dans beaucoup de modestie. Tout ça pour dire que eh bien, cette atmosphère, il faut que nous la protégions, que nous en prenions soin, parce que c'est quand même de là que dépend notre vie, bien entendu, et que de plan B, il n'y en a pas. Hein. Une autre planète comme la Terre dans le système solaire, j'en vois pas. Un peu plus loin, j'en vois pas non plus, et dans la galaxie, dans les milliards de galaxies, j'en sais rien pour le moment. Donc essayons de conserver celle que nous avons, dont nous ne sommes que locataires pour une période très courte. Il faut bien avoir conscience, et tout ça pour nous ramener à beaucoup de modestie. Cette atmosphère est composée donc d'oxygène pour 20,7%, d'azote pour 78%, de gaz rares, argon, krypton, xénon, hélium, d'eau, bien sûr, de poussière naturelle, et puis de pollution. De pollution, ça, nous savons faire, il n'y a aucun souci là-dessus, on peut compter sur nous. L'altitude. L'altitude se prend toujours au niveau de la mer, et pas au niveau du sol, sinon nous parlons de hauteur. Un homme va mesurer 1,75 m, 1,85 m, mais en altitude, il faut rajouter la hauteur l'altitude du sol sur laquelle il se trouve. Si le sol sur lequel il se trouve est à 250 mètres, eh bien, son altitude finale, au niveau de son crâne, j'ose pas dire de ses cheveux, se situera à 250 mètres plus sa propre taille, bien entendu. La pression atmosphérique est donc de 1,225 kg par mètre cube d'air, dont la composition, je viens donc de la donner, mais à une certaine température, qui est de 15 degrés. Ce sont les conditions qu'on appelle OACI, c'est-à-dire l'Organisation internationale de l'aviation civile. Il faut bien une référence quelque part, bien sûr. Cette atmosphère, bien entendu, est soumise à de très nombreux mouvements atmosphériques que l'on conçoit tous, et qui vont évoluer suivant l'altitude. Pour revenir à cette notion d'altitude et à la masse volumique de notre atmosphère, ça veut dire aussi que plus nous nous élevons, plus la pression atmosphérique va baisser. À 5300 mètres, cette pression atmosphérique sera divisée par 2. Et à 6600 mètres, c'est la masse volumique qui sera divisée par 2. Sachant que la pression atmosphérique, toujours dans l'atmosphère de référence OACI, est de 1013 hectopascales, donc nous divisons par 2 à 5300 mètres, et nos 1 kg
225 par mètre cube, kg par mètre cube, nous les divisons par 2 à 6600 mètres. Donc tout ça nous ramène à une échelle de très grande modestie. Ça veut dire aussi qu'à partir d'une certaine altitude, qui est de 3000 mètres, eh bien nous devons, par prudence, disposer d'un appareil respiratoire. Pourquoi? Parce que le manque d'oxygène, c'est ce qu'on appelle la mort joyeuse, c'est-à-dire qu'il conduit une sorte d'hilarité, d'engourdissement, d'hilarité, et puis voilà, dans le temps, ça se termine mal. Il y a eu un certain nombre d'accidents comme ça, en particulier au début des ballons, des montgolfières. Certains sont montés à 8000 mètres sans aucun appareil respiratoire, sont redescendus soit morts, soit avec des membres gelés, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire non plus que dès que nous franchissons 3000 mètres, ça y est, c'est la mort certaine, pas du tout. Ça va dépendre du temps que nous allons rester. Plus nous montons, plus ce temps diminue. Sinon, on ne pourrait pas faire d'alpinisme. Bien que les gens qui montent dans l'Everest ou par là, bien entendu, ont des appareils respiratoires. Alors, la petite remarque, oui, mais les Sherpas et compagnie, ils n'en ont pas. Oui, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude et qu'ils ont des globules rouges plus grosses que les gens qui vivent en bas. En particulier, on retrouve ça chez les gens qui volent beaucoup. Alors pas dans les cabines pressurisées d'avions de transport, mais je pense en planeur en particulier, ont souvent des globules rouges un peu plus gros pour fixer davantage d'oxygène. Voilà. Donc ça, c'était la présentation de la Terre. Alors maintenant, intéressons-nous aux phénomènes. Alors les phénomènes, nous allons commencer par les nuages. Les nuages, on divise d'altitude en 3 étages. L'étage inférieur jusqu'à en gros 2500 mètres, l'étage moyen 2500 mètres à 6000 mètres, et l'étage supérieur au-delà de 6000 mètres. Dans le premier étage bas, nous allons rencontrer des nuages avec un préfixe cumulo. Cumulonimbus, cumulo quelque chose. L'étage moyen 2500-6000 mètres avec un préfixe alto, altostratus, altocumulus, par exemple. Et l'étage supérieur, c'est-à-dire au-delà de 6000 mètres, le préfixe cirro, cirrostratus, cirrocumulus, cirrus. Voilà. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas très compliqué, il suffit en fonction de l'étage, de l'altitude, alors évidemment à l'œil, c'est pas toujours facile d'estimer, il faut vraiment avoir une grande habitude, et encore. Mais tout ce qu'on appelle cirro, cumulo, je ne sais quoi, eh bien tout simplement, on part d'un préfixe qui lui-même est dépendant de l'étage, de l'altitude, et suivant sa forme, eh bien on va lui donner un nom composé. Quelles sont ces formes? Les formes, la forme basse, alors celui qui est le plus commun, c'est le cumulus. Cumulus de Botany, je vais y revenir après. On retrouve aussi des stratus bas. On va retrouver aussi, alors en étage moyen, d'autres types de nuages qui vont être par exemple des altocumulus, c'est-à-dire des cumulus mais de plus haute altitude. Et puis à l'étage supérieur, des cirro quelque chose, cirrostratus. Le stratus a une forme de filament, donc on le reconnaît bien. Alors, donc altostratus, si on le voit à l'étage moyen. Cirrostratus, si vraiment il est très haut. Et puis, dans tout ça, il y en a un qui, lui, se dit, je vais faire les 3 étages. Alors, il a un nom particulier, puisqu'il s'appelle le cumulus, dans le bas, nimbus. Donc, on monte. Qu'est-ce que le cumulonimbus? Et là, je fais un arrêt sur image un petit moment. C'est le nuage d'orage par excellence. Comment naît ce nuage d'orage? Eh bien, on le voit en particulier sur les montagnes, ou en début de montagne, mais également en bord de mer. Manche en particulier, j'en ai vu beaucoup, le matin. Alors, dans ce mot cumulonimbus, il y a le mot
cumulus. Donc il démarre bas, très bas, jusqu'à 250 mètres, 200 mètres, 250 mètres. Et en début de journée, une journée qui va être orageuse, très souvent, on voit le matin ces nuages qui font un peu des chandelles, c'est-à-dire montent en altitude, pas très haut, et vont grandir suivant les conditions météorologiques. C'est-à-dire température, hygrométrie essentiellement, pression atmosphérique bien sûr, et ils sont typiques de ce qu'on appelle un front froid. Nous y reviendrons après, pas tout mélanger. Et suivant donc ces conditions météo, ils vont se développer. Et monter donc, alors sous nos latitudes, c'est-à-dire en France, en Europe, l'été au mieux, ça va être 7000, peut-être 8000 mètres, guère plus. Sous les tropiques, c'est pas la même chose parce qu'on a beaucoup plus d'énergie calorifique, de rayonnement solaire, c'est-à-dire dû à l'albédo terrestre, coefficient de réflectorisation du sol, différent. Et là, on peut grimper comme ça jusqu'à 11-12 000 mètres. Et comment le reconnaît-on? Tout simplement par sa base qui va s'étaler, cette grande cheminée, et puis en haut, ça se termine par une forme d'enclume, et après par des cirrostratus, etc. Donc il est tout à fait typique. Que se passe-t-il dans ce nuage très particulier? Il naît, bien entendu, pour qu'il puisse naître, ça veut dire qu'il lui faut de l'énergie thermique et de l'humidité de l'eau. Donc on va le retrouver, comme je le disais, en bord de mer, mais également en montagne, en particulier en début de pente des montagnes, ou vallée du Rhône par exemple, où l'air chaud montant le long des pentes va entraîner l'humidité qui va se condenser, et toujours suivant les conditions du milieu, on va avoir formation de cette cheminée. Cette cheminée qui va grossir et donc aspirer de plus en plus d'air chaud, d'air humide. Ça peut évidemment se produire en plaine. C'est pas particulier l'été. Le coefficient de réflectorisation entre une forêt et puis des champs qui viennent d'être moissonnés, qui sont jaunes, qui sont bien brillants, qui chauffent bien au soleil, tout à fait propice à une différence de température et à la naissance de cumulonimbus. Ce nuage, c'est une usine. C'est une usine thermodynamique. Thermique, dynamique, transformation de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Si je suis observateur, je suis dans la plaine de la Beauce, de la Brie ou de je ne sais où, et je vois devant moi, à quelques kilomètres, se développer ce nuage. Et le vent vient derrière moi. Je me dis, de toute façon, pas de souci, il va continuer à se développer puisque le vent vient derrière moi, le vent va le pousser plus loin. Erreur fondamentale. Le vent ne pousse pas un cumulonimbus, il le fait grossir, puisque en fait, si l'air vient derrière moi, c'est de l'air humide, qui va être aspiré par la cheminée de plus en plus et qui va développer la base du nuage de plus en plus vers moi. Donc, phénomène totalement inverse de ce que l'on peut penser. Et cette cheminée, c'est la vitesse ascensionnelle dans cette colonne qui est pas une colonne parfaite, il y a énormément de turbulences là-dedans, c'est très, très, très hétérogène. Les vitesses vont atteindre comme ça entre 20 et 30 mètres par seconde, c'est-à-dire pour l'avoir en km/h, vous multipliez par 3,6, et va donc monter en altitude, se refroidir, avoir fabriqué de la glace, mais pas forcément. Et on peut avoir également de l'eau liquide, arriver à 6000, 7000 mètres, qui sera toujours liquide, mais à moins 20, moins 30 degrés. Phénomène très dangereux, parce que si un aéronef rentre là-dedans, ce qu'il ne fait pas, bien entendu, mais s'il venait à rentrer là-dedans, ce qui est déjà arrivé dans des temps passés, et même pas si vieux que ça, eh bien, cette eau qui est en surfusion, c'est-à-dire qui est à moins 20, moins 30 degrés,
va immédiatement se transformer en glace sur toutes les surfaces de choc de l'avion, c'est-à-dire les bords d'attaque des ailes, des empennages, des hélices, s'il s'agit d'un avion à hélice. Et très rapidement, notre aéronef va prendre des dizaines, des centaines de kilos. Va également voir ses caractéristiques aérodynamiques se modifier. C'est-à-dire l'écoulement sur les ailes, l'écoulement de l'air va complètement se modifier. Et là, ça devient très dangereux et on peut rentrer très rapidement dans une situation qui est par nature catastrophique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également que lorsque nous avons des morceaux de glace qui se forment, ben, ils vont pas rester. Alors soit ils restent en l'air, par la vitesse du vent, ils restent en suspension, mais comme c'est très turbulent, ils peuvent se trouver aussi éjectés à plusieurs centaines de mètres de la colonne. Donc passer le long d'une colonne, d'une cheminée de cumulonimbus, prudence. Supposons maintenant que ces morceaux de glace deviennent de plus en plus lourds, ben, ils vont descendre, ils vont prendre de la vitesse, soit ils vont fondre, ils vont devenir de plus en plus petits, ne peut-être pas arriver au sol, mais s'ils arrivent au sol, ça peut être sous forme de petits grains de grêle que l'on connaît, mais ça peut être aussi de gros morceaux qui deviennent très dangereux, c'est-à-dire blesser gravement des gens, casser des tuiles, faire des dégâts. Donc, très, très prudent. Et puis alors, l'autre phénomène également, c'est que les molécules de vapeur d'eau, se frottant les unes contre les autres, vont créer des charges électrostatiques. Et je répète, tout ça est très hétérogène. Charge électrostatique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qu'on appelle l'isolant galvanique, c'est-à-dire l'isolant électrique qui est l'air, eh bien on va avoir un claquage, c'est-à-dire un amorçage, qui est un éclair. Cet éclair va se produire soit à l'intérieur du nuage, entre masses d'air différentes, et puis il arrive aussi que les cumulonimbus se rejoignent plus ou moins, donc vous voyez à peu près ce que ça donne, mais également avec le sol. Et ces éclairs vont plutôt se produire en bordure du nuage, en bas. Ce qui veut dire que mon observateur qui voit le nuage arriver vers lui, son intérêt n'est pas de rester là. Pourquoi ? Eh bien parce que cet amorçage qui va se produire entre le sol et le bord du nuage va évidemment aller au chemin le plus court. Lorsque nous regardons les isolateurs des lignes haute tension, une ligne de campagne de 20 000 volts va avoir 2 assiettes de coupelles, en gros 1, 2, des fois 3 si c'est une zone orageuse. Mais sur une ligne 400 000 volts, ce sont des chaînes qui font plusieurs mètres d'isolateurs. Ce qui veut dire que il faut se garder d'un amorçage parasite avec les structures du pylône. Là, c'est exactement pareil. Quand nous sommes debout, par rapport à la base du nuage, nous raccourcissons le chemin. Danger. Ça, c'est une chose. Alors, il y a l'histoire du parapluie, de ne pas avoir un parapluie que lorsqu'il y a un orage. Bon, c'est un peu une image, mais elle est vraie. Elle est vraie. Nous raccourcissons encore. Et pour peu que le manche soit métallique, nous avons un excellent paratonnerre. On a vu des accidents, par exemple, avec des joueurs de football, avec leurs crampons métalliques. Et oui, malheureusement. Mais il n'y a pas forcément besoin d'une grande hauteur. Un agriculteur qui va laisser une charrue métallique dans un champ, qui fait 1 mètre de haut, 1,50 m de haut, métallique, conducteur d'électricité, va favoriser donc un éclair. Et puis il y a évidemment tout. Alors c'est pour ça évidemment qu'on fait des paratonnerres. Paratonnerres, des pointes. Alors on ne va pas rentrer dans le détail du paratonnerre, mais évidemment reliés à la terre. Et l'idéal, c'est de les relier, par exemple, dans un puits, parce que là, on a une meilleure conductivité. Mais il y a également toutes les grandes citernes, les citernes de stockage de carburant. Alors là, c'est un festival, en général, quand il y a des orages. Bon, il n'y a pas que ça, il y a tous les mâts, la tour Eiffel, bon, et il n'y a pas que la tour Eiffel. Donc, il ne faut pas jouer avec un cumulonimbus, il n'y a pas de surhomme, il ne faut pas jouer, il ne faut pas rouler les mécaniques, il faut surtout aller se mettre à l'abri. Alors, dans sa voiture, qui constitue une cage de Faraday, c'est-à-dire une coque métallique, et qui en plus est sur pneu, donc isolée. Très bien. Et une chose qui peut surprendre, eh bien, si vous avez un grand pylône de haute tension, je ne parle pas du poteau télégraphique ou un arbre, hein, surtout pas, mais un pylône de haute tension qui va constituer une cage de Faraday, alors ils sont tous remis à la terre bien sûr,
Et vous vous mettez dessous, et vous n'allez pas toucher les structures, bien sûr. Vous mettez au milieu, vous prenez la pluie, bon, bah tant pis, hein, mais vous serez à l'abri, et si malheureusement ça vient de tomber au-dessus, le bruit, quel est le bruit? Ben, c'est tout simplement la dilatation de l'air, pas autre chose, hein. Mais au moins, vous serez quand même plus à l'abri. Donc voilà. Et puis il y a un autre nuage, alors qui lui n'est pas un nuage extraterrestre, c'est un nuage qu'on appelle orographique, qui est un nuage de l'étage moyen, entre 3000 et même, ça monte même des fois dans le supérieur, 7-8 000, qui est alto, donc le préfixe alto cumulus, qui est en forme d'aile d'avion. Alors c'est pas des extraterrestres qui sont arrivés, non, pas du tout. Et nous en avons quelquefois deux, souvent trois, moi j'en ai compté jusqu'à 4, même 5. En particulier en montagne, on en voit aussi en bord de mer, quelquefois suivant les conditions météo. Donc voilà un petit peu pour les nuages. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les fronts. Alors les fronts, c'est-à-dire les masses d'air, le déplacement des masses d'air. Nous avons ce que l'on appelle des fronts chauds et des fronts froids. Quand on parle de chaud et de froid, c'est pas plus 50 ou plus 60, moins 80. Non, c'est quelques dizaines de degrés. Alors le front froid, bien, la masse volumique évidemment est plus importante, puisque sinon il n'y aurait pas de montgolfière, hein. L'air chaud montant, ben, forcément que la masse volumique d'un front chaud, d'air chaud qui arrive d'Afrique ou de je ne sais où, est inférieure à celle du front chaud qui va plutôt descendre des masses froides du nord de la France. Alors il n'y a pas que la Sibérie, il y a l'Antarctique, il y a tout ça, hein. Et que va-t-il se passer? Eh bien, une collision, enfin, on peut appeler ça une collision entre les deux, qui peut être de quelques degrés, mais qui peut être, par exemple, de 20 ou 25 ou 30 degrés. Et cet air froid se déplace en général plus vite que l'air chaud. Cet air froid va rentrer comme un coin sous l'air chaud, va rejeter l'air chaud en altitude. Et ce frottement va se traduire par différents nuages, types de nuages, dont le fameux cumulonimbus, qui en général est l'arrivée d'un front froid plus ou moins actif, donc qui va développer plus ou moins notre cumulonimbus, ou pas du tout, ça dépend des conditions. Le déplacement d'un front froid est relativement rapide, c'est 20-30 km/h, 35 km/h, le déplacement d'un front chaud est plus lent. Le déplacement d'un front froid va nous ramener évidemment du froid et des chutes de température très rapides. Alors lorsque l'on lit dans la presse, dans les médias, on est passé à Lyon ou à Paris de plus 10 à 0 ou à moins 5 en 2 jours ou en 3 jours, c'est un scandale, c'est le changement climatique, c'est etc. etc. Non, c'est un phénomène tout à fait naturel. Bon, maintenant, si ça prend des proportions plus importantes, bon, effectivement, c'est autre chose. Mais à la base, ça reste des phénomènes tout à fait naturels. Et on l'a vu dans notre étude numéro 1 sur le climat du 8e siècle jusqu'à nos jours, des changements de température en 24 heures de plus de 20 degrés, 25 degrés. Et ça, il y a 200 ans, il y a 300 ans, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Bon. Maintenant, l'inverse, le front chaud. Le front chaud, lui, nous vient évidemment des zones plus chaudes de la planète, va remonter de la Méditerranée avec de l'humidité, bien sûr, et va venir se taper le front chaud, venir le collisionner. Sachant que tout ça n'est pas une ligne droite tirée au cordeau, c'est quelque chose un peu comme une nouille, y compris en altitude, donc on est en 3D, il ne faut pas l'oublier. Et ce front chaud, lui, comme il est plus léger, par nature turbulent, va monter sur le fond froid, de masse volumique plus lourde, et va le repousser, à condition qu'il ait suffisamment d'énergie, bien sûr, que ce fond chaud soit en volume suffisamment important. Il va repousser notre fond chaud, et à ce moment-là, notre fond froid, pardon, et à ce moment-là, on va voir les températures remonter, et ce qui va se traduire par généralement des nuages de forme plus ou moins filamentaire, et de la pluie aussi, et
puis après, du beau temps, s'il n'y a pas trop d'humidité dans l'atmosphère qui remonte. Alors, ça veut dire que nous avons d'un côté un front chaud, de l'autre côté un front froid. Les fronts froids sont assimilés aux dépressions, c'est-à-dire que la pression atmosphérique, en général, chute. Les fronts chauds, plutôt dans ce qu'on appelle les anticyclones, pression atmosphérique qui va monter. Ça monte jusqu'où? Sous nos latitudes, 1040, 1045 hectopascales. Les dépressions, 920, 900 hectopascales, 900, 920. J'en ai vu des fois un peu plus bas. Mais il faut quand même s'imaginer l'écart que ça représente. C'est énorme. Et surtout compte tenu des masses d'air en jeu. Alors, ces dépressions et ces anticyclones ne sont pas très stables. Tout ça, ça bouge, bien entendu. Alors, dans l'hémisphère nord, dans lequel nous sommes, dans lequel je suis, ce qu'on appelle les anticyclones, c'est-à-dire les zones de haute pression, vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Les dépressions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Les anticyclones vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les dépressions dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire, là encore, qu'entre le nord, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh bien, c'est pas forcément la même chose. Et qu'on retrouve ce système biphasique de la Terre, qui est magnifiquement conçu, c'est magnifique. Et ce qui veut dire que ce qui se passe dans l'hémisphère nord n'intéresse pas forcément ce qui se passe dans l'hémisphère sud, et inversement. Donc toutes les bêtises entre guillemets, graves, que l'on peut faire dans l'hémisphère nord n'intéressent pas forcément, ou à la même échelle en tout cas, l'hémisphère sud. Très important. Voilà, alors évidemment il y a d'autres fronts. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les fronts occlus, les fronts stationnaires. Les fronts occlus, c'est deux fronts froids avec une masse d'air chaud qui est coincée au milieu. Et ces deux fronts froids vont avancer, vont rejeter l'air chaud en altitude. Bon, ça se traduit par un certain type de nuages. Quand on a l'habitude, on les reconnaît un peu, c'est pas si évident que ça, bien sûr. Il faut s'aider d'appareils de mesure, il ne faut pas être trop prétentieux non plus. Les fonds stationnaires, alors ça peut être du brouillard pendant, 8 jours, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas une éolienne qui tourne. Bon, alors tout ça, vous le retrouverez plus en détail, ce que je ne peux pas faire dans une vidéo qui fait déjà quasiment une demi-heure. Donc dans le petit document correspondant à cette vidéo, qui est notre étude numéro 4, qui s'appelle « Notions de météorologie ». Vous le retrouvez sur le site internet, bien sûr gratuit, après avoir validé les conditions générales, bien sûr quand même. Vous constaterez que tous ces petits documents sont intitulés Climat 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Mais en réalité, il y aura 9 vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2 qui sont des analyses. Une analyse pour le climat du 8e siècle à nos jours, sinon ça serait trop long, et une analyse pour le dernier, climat 7, qui est l'atmosphère terrestre se réchauffe-t-elle? Oui, pourquoi? Donc, pour limiter le temps des vidéos, je vous renvoie également sur ce petit document qui, lui, concerne un petit peu tout ça. C'est un petit document très didactique sur le fonctionnement de la Terre, l'albédo terrestre, la déforestation, la reforestation, etc. Je vous le présente à chaque fois. Alors, pour retrouver ces vidéos plus en détail, avec des photos, des schémas, etc., eh bien, rendez-vous sur le site www.laplumedutemps. Concernant ces vidéos, j'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous plaisent, et ne vous privez pas de mettre autant de pouces que vous pouvez. Bon, jusqu'à maintenant, j'en ai vu qu'un, mais si vous pouvez en rajouter, vous en rajoutez, bien sûr. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, commentaires constructifs, bien évidemment. Faites parler autour de vous de la chaîne, c'est comme ça qu'elle peut vivre. Si vous souhaitez nous aider, il y a Tipeee pour ça, vous avez un petit icône Tipeee sur le site internet, www.laplumedutemps. Si vous voulez devenir annonceur, évidemment, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite que nous nous retrouvions pour notre étude numéro 5, qui sera consacrée
aux erreurs et aux conséquences de l'activité humaine, c'est-à-dire eh bien, un certain nombre de phénomènes dommageables que nous nous créons, ou en tout cas nous nous mettons en position de créer. Je parle des inondations, je parle au glissement de terrain, je parle euh, dans une certaine mesure aux grandes tempêtes, etc., etc. Sans doute du réchauffement climatique aussi. Voilà. Donc ça, sera notre étude numéro 5, c'est-à-dire en gros d'ici la semaine prochaine, le temps quand même que je les prépare. Donc je vous souhaite de très bien vous porter et je vous dis à bientôt.